Merci beaucoup. Je vous propose qu'on pose les questions à la suite des deux interventions sur HAD. Et donc, on accueille Fadila Farsi et Luc Foroni pour nous présenter le référentiel ARA. Merci beaucoup. Merci au Conseil scientifique de nous redonner la parole sur ce sujet. Je pense ça. C'est un sujet, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'innovation organisationnelle, puisque ça fait quand même un petit moment qu'on parle de ces sujets. Pourquoi ça commence par la dernière diapo? Non, c'était... Ah, d'accord. Tu as trifouillé notre diaporama sans me consulter, ce qui est quand même... C'est très masculin, ça. Alors, le sommaire, c'est de vous reparler de la genèse du projet de ce référentiel. Alors, on est très prudent en Auvergne-Rhône-Alpes. À aucun moment, on a la prétention de faire un référentiel national. C'est plutôt quelque chose d'interrégional parce que le fait de faire des référentiels, ça appartient à notre agence nationale qui est l'Institut national du cancer. Mais on voulait un support de partage d'expérience, en fait. Et donc, la genèse du projet, c'est finalement pourquoi faire ce document qu'on peut partager? Parce qu'on en parle depuis très très longtemps. Et que dans les états des lieux des pratiques de chimiothérapie qu'on a fait il y a quelques années en aura, moi je dis aura, hein, je trouve que c'est plus joli que ara, les principaux freins au développement de la chimiothérapie à domicile que nous avions identifiés, c'était, ça a été rappelé dans la précédente présentation, une crainte autour de la sécurité de l'administration de la chimiothérapie à domicile, mais de manière générale des traitements systémiques, de l'impact potentiel sur l'hôpital de jour. Est-ce que ça va nous faire baisser notre activité d'hôpital de jour? L'absence d'établissement HAD ou d'interface, d'outils partagés pour le suivi des patients entre l'hôpital et, par exemple, des HAD dites indépendantes. Une certaine complexité organisationnelle, parce que tout le monde se disait qui fait quoi, finalement? Qui est responsable de quoi dans ce parcours, dans cette alternative à une hospitalisation classique ou à un hôpital de jour? Puis les prérequis au développement de l'administration à domicile, qui étaient identifiés donc par ceux qu'on a interrogés, c'est formaliser un dialogue entre le centre hospitalier et les HAD. Il fallait convaincre les prescripteurs. Et les prescripteurs, c'était toujours l'histoire de la sécurité. Les oncologues médicaux étaient plutôt assez frileux. Il fallait développer des outils efficaces de coordination et en particulier de partage d'informations. Et ça, c'était beaucoup dans les CH. Dans le privé, il y avait un frein financier énorme qu'on a identifié dès les premières réunions et il n'est toujours pas réglé. Je vais prendre la parole. Alors assez rapidement, puisque Carole a présenté déjà ce diagramme, et fort heureusement, on a les mêmes chiffres. Essentiellement pour vous dire qu'on est dans une dynamique, voyez, au niveau français, de progression justement de ces prises en charge en cancéro, chimiothérapie anticancéreuse orale et parentérale. Et sur les 2 dernières années, on est sur du plus 13% ici. En aura, je veux dire aura pour faire plaisir à Fadila. Donc là, on voit un petit peu moins bien parce qu'en fait, il y a l'écrasement en lien de les chaises, mais on était à plus 15%. Plus 5% en 2022-2023. Ceci étant, on est dans un rapport d'à peu près 18% en fait par rapport à la France, quand on sait que la région Aura représente 11-12%. Donc on est effectivement assez dynamique. Alors cette dynamique, il ne faut pas qu'elle soit... il ne faut pas se masquer la réalité, elle est aussi liée à des belles locomotives, des belles machines, et on en a en région Aura.
Pour autant, il y a une certaine diversité et certains territoires sont peut-être un petit peu moins, ne permettent pas ces prises en charge. Et c'est aussi l'objectif en fait de ce référentiel, c'est donner un outil. Alors c'est pas la seule chose qui, effectivement, on va peut-être le voir, permet le développement en fait de la prise en charge en chimiothérapie en HAD, mais c'est un des outils. Sur cette diapositive, moi j'ai voulu essayer de faire la comparaison entre justement Aura et la France dans les types de prise en charge en oncologie et en hématologie. Et là on voit quand même une différence assez notable, c'est qu'il y a une forte proportion en France en fait de la prise en charge en hémato. On ne va pas le redire, simplicité des protocoles. Et puis, elle permet aussi, il y a eu aussi en lien avec les HDJ qui étaient surchargés. Donc là, on voit en France à peu près 2/3 en fait, de cette activité en HAD est liée à la prise en charge de pathologies en hémato, alors qu'en Aura, eh bien, on est à un peu moins de 50%. Idem pour le sein et gynécologique, on est un petit peu moins de prise en charge en pourcentage qu'en France. Par contre, la caractéristique, c'est en oncologie une forte prise en charge en proportion comparativement à la France sur tout ce qui est pathologie digestive. Et donc là, on revoit, en fait, c'est un petit peu le détail, c'est l'illustration de ce on vient de voir en fait en hématologie. Donc sur les 3 principales pathologies, leucémie myéloïde, myélome et syndrome myélodysplasique, on est inférieur en pourcentage. Par contre, et inférieur également sur le cancer du sein. Par contre, on voit très bien sur une proportion plus importante en fait des pathologies en lien avec le digestif qui sont pris en charge en ARA. Alors, nous sommes toujours, parce qu'on le fait depuis plusieurs années dans les rencontres, dans les réunions régionales HAD qu'on organise avec le soutien d'Amgen, et pour les JPCO, on est toujours dans un souci de promotion, parce que, en fait, je ne veux pas parler de droit du patient à pouvoir bénéficier d'une HAD, mais plutôt de droit à pouvoir bénéficier d'alternatives de prise en charge. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des établissements, le Centre Léon Bérard à Lyon, qui a une expérience de 25 ans de proposition de l'HAD par rapport justement à l'intérieur de notre région, mais dans d'autres régions, comme on a pu le constater dans nos travaux, une vraie hétérogénéité finalement d'état d'avancement de cette organisation, avec les craintes qu'on a vues précédemment. Donc on a décidé de faire un document commun qui n'est pas un référentiel de la région Aura, mais un référentiel interrégional, puisqu'on a mis en place un premier groupe de travail au mois de mars 2023, comme il est écrit ici, pluriprofessionnel et interrégional. De novembre 2023 à juin 2024, on s'est réunis en sous-groupe de travail. On avait 2 sous-groupes essentiellement. Un sous-groupe de personnes, plutôt des médecins, infirmières, quelques pharmaciens aussi, qui ont travaillé sur la partie organisationnelle. C'est quoi le cadre juridique? C'est quoi la terminologie? La sémantique était très très importante pour beaucoup de gens. Et puis aussi les outils qu'on pouvait utiliser. Un sous-groupe de pharmaciens qui ont travaillé justement sur les protocoles et autres outils concernant les dispensations de traitement. Entre juillet et septembre, initialement, on a fait un processus qu'on considère comme de relecture interrégionale, pour ne pas dire nationale, avec une diffusion à travers l'organisation des réseaux de cancérologie qui s'appellent aujourd'hui les DSRC, donc la DIRESCA. Il y a eu une diffusion aussi à tous les professionnels de la région Aura par le biais du réseau Onco-Aura.
et puis une sollicitation des sociétés savantes qui contribuent au JPCO, et ainsi que de la FNEAD. Et je vous assure, le processus de relecture n'est pas inutile, parce que justement, on peut, à travers toute cette diffusion, voir qu'en dehors des problèmes de sécurité, il y a aussi des problèmes de sémantique. Si on a l'occasion dans les couloirs, on pourra en reparler, mais il ne va pas prendre trop de temps là-dessus. Et à la dernière réunion qu'on a faite sur l'HAD, on a eu 80 personnes, Béatrice, 80 personnes qui nous ont demandé de pouvoir contribuer à cette relecture. Donc on a prolongé jusqu'à octobre. Donc aujourd'hui, on a la dernière version et on vous avait promis qu'on lancerait la diffusion interrégionale après cette session. Donc, qu'est-ce que ce document commun? Donc, on a décidé qu'on ne l'appellerait pas le référentiel des traitements médicamenteux, de l'HAD en chimiothérapie, mais des traitements médicamenteux systémiques du cancer en HAD pour inclure l'immunothérapie. Voici très rapidement le groupe de travail, plus les relecteurs contributeurs à ce projet. Je vous parle un peu du sommaire pour que vous sachiez ce qu'il y a dedans, parce que je n'aurai pas le temps nécessaire pour vous dérouler tout ce qu'il y a dedans, mais il y a bien sûr un préambule et un contexte pour dire ce qui a été dit par les précédents orateurs, la définition et le cadre réglementaire actuel, l'organisation dans le parcours de soins, déjà quels critères d'éligibilité pour proposer à un patient d'être pris en charge en HAD, les modalités d'information et de communication information au patient, à sa famille, et de communication entre les professionnels de l'établissement qui a proposé l'HAD et les HAD, la gestion des retours non programmés, qui est c'est rarement des urgences. Dans tout ce qu'on a regardé souvent dans l'expérience CLB en HAD, mais le retour non programmé, c'est souvent des situations d'urgence ressenties par la famille, d'épuisement, et il faut les prendre en compte. Donc, il faut s'organiser pour avoir un retour non programmé. Les différentes typologies d'HAD existantes, ça a été évoqué aussi, l'HAD complètement indépendante, et puis l'HAD qui est complètement intégrée à un établissement. Donc, évidemment, il fallait aussi montrer qu'il y avait deux situations différentes. Quels sont les intervenants en HAD, les métiers et les compétences attendues, les intervenants en HAD, ne pas oublier les proches, les critères d'éligibilité des anticancéreux en HAD, donc le sous-groupe des pharmaciens a travaillé énormément sur ce sujet, la liste des anticancéreux injectables dispensés en HAD en aura, pour donner un exemple, et puis les annexes et les ressources documentaires, plus les outils. Alors voici le préambule contexte. Je vous donne juste je vous montre quelques pages de ce référentiel pour que vous voyez que je crois que les sujets sur lesquels on a le plus travaillé, c'est non pas finalement les critères d'éligibilité, mais plutôt, la partie ressources et compétences. Je n'ai pas mis la diapo, je me rends compte que je ne l'ai pas mise. Et aussi cette partie-là qui concerne le système d'information. Alors, avec le sous-groupe pharmacien, animé par Hélène Labrosse, pharmacienne alors tu le dis mieux que moi je veux dire Oncora plutôt que DR. Bref, a été, alors même si effectivement ces critères d'éligibilité, ils étaient, je veux dire, c'était quelque chose qui avait été déjà travaillé dans chaque établissement. On a essayé de les formaliser selon trois critères. La simplicité du protocole, puisque ça c'est un élément important pour une facilité de prise en charge à domicile. Également la stabilité de ces préparations, stabilité physico-chimique, mais également les modalités de conservation de ces médicaments.
et naturellement la sécurité d'administration de ces drogues. Et donc c'est sur la base de ces critères qui peuvent être modulés qu'un choix d'une liste d'anticancéreux injectables a été émis, sur laquelle on a effectivement travaillé, on va le voir, sur différents outils, les fiches feu vert, également des fiches en fait, d'information à la fois pour les professionnels de santé, une checklist pour les infirmières. Contre-indication qui nous a paru qui ne pouvait pas être passer outre la voie intratécale, des protocoles avec des effets secondaires non contrôlés et des risques allergiques importants pour le patient. Alors, ceci étant, certaines de ces chimios, donc on a vu, il y a la réalisation du C1J1 doit se faire en HDJ à minima. Selon les molécules, ça peut être un petit peu plus important pour les immunothérapies. Donc la liste, alors il n'existe pas de liste officielle, donc chacun effectivement travaille, on l'a vu avec également au niveau de PACA. Donc cette liste, en fait, c'est une liste qui est non exhaustive, qui est donc basée sur l'expérience des différentes HAD avec des niveaux d'expérience différents. Et c'est une liste naturellement qui est évolutive dans le temps, puisque eh bien, les progrès de la médecine font qu'il y a de nouvelles molécules qui arrivent, et puis il y a aussi de nouvelles formes galéniques qui permettent une facilitation de la prise en charge à domicile. Alors, au niveau des annexes... Alors, assez curieusement, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un référentiel officiel, on a dû faire une foire aux questions, parce qu'il y avait des sujets qui étaient soulevés, des questions qui étaient soulevées, qui nécessitaient quand même de répondre, et en particulier en matière de responsabilité. Qui est responsable de... Quand il se passe telle ou telle chose à la maison, qui on doit contacter en premier lieu? Donc il y a une fac. On a mis aussi on va dire quelques supports pour inciter les professionnels à bien réfléchir. Par exemple, que pensent les Français de recours à l'HAD? Il y a eu un sondage qui est assez édifiant. L'état des lieux des recours à l'HAD en France, la prise en charge en HAD en France en 2023, donc tous les chiffres qui ont été présentés, le comparatif des évolutions des journées HAD en France, les pathologies traitées par chimiothérapie en France, bon, et puis tous les autres documents. Donc il y a un sommaire des annexes que vous avez vu, et ils sont dans la page référentielle organisationnelle, ils sont identifiés comme des outils qui peuvent être utiles en fonction du sujet traité. Et donc, par exemple, vous avez vu dans la présentation que vient de faire Luc, la fiche feu vert chimio, le modèle de contenu d'information, etc. Il y avait des ressources documentaires. Alors, bien sûr, expliquer qu'il y a un passage obligé d'avoir une charte de l'hospitalisation à domicile, l'exemple de charte de patients hospitalisés, le décret relatif aux conditions d'implantation, les recommandations des personnes malades et des proches concernant les conditions de l'ambulatoire. Ça aussi, je vous incite à le lire, même si vous n'avez pas un objectif de monter une HAD. Et puis pour aller plus loin, évidemment, tous les textes et lois de référence. On n'a pas mis le texte concernant l'expérimentation, puisqu'il n'y a pas très longtemps, Sophie Popper nous a expliqué que c'était un peu en stand-by. À la Convention Unicancer, il a été dit que ça redémarrait, qu'on aurait peut-être une chance d'avoir cet arrêté dans pas longtemps. Alors, quand je vous ai dit, avant de te passer la parole, Luc, qu'au départ, on a mis un certain nombre d'annexes et de supports qui pouvaient être intéressants, l'objectif n'est pas, et je crois que la démonstration vient d'être faite par PACA, c'est pas pour que les gens s'y réfèrent. En fait, c'est quelque chose qui nécessite, comme dans tous nos supports, quand on veut que les professionnels se les approprient, de les retravailler dans un contexte où les parties prenantes
refont ces documents, pas complètement, en partant de quelque chose. Et l'idée, en fait, pour les annexes, bon, il y en a quelques-uns là qui sont à la suite du référentiel. Après le processus de relecture et après une discussion avec tous mes alter-ego des différents réseaux régionaux des SRC en France, on a évoqué l'idée de mettre plutôt, au bout d'un moment, un lien à partir de ce document référentiel vers une plateforme où chacun mettrait en fait ses outils ou le lien vers les sites où on peut retrouver les outils. Parce qu'il serait quand même dommageable qu'une ARS et les organisations dans un territoire aient fait un certain nombre de documents et que le référentiel ne fasse allusion que à quelque chose qui a été fait en ARA, Aura, PACA ou en Bretagne, puisque ce sont des régions où on a pris ce sujet à bras-le-corps. Tu veux parler Oui, et peut-être avant de parler effectivement, finir sur les outils, c'est de dire par rapport à ce que tu viens de dire aussi, c'est dans cette partie documentaire, c'est de mettre à disposition un outil ou quelque chose qui est, enfin, du moins un élément qui est souvent discuté, c'est les conventions, puisque toutes ces activités en fait doivent être conventionnées entre deux pharmacies notamment. Et les organisations étant différentes, les conventions peuvent être tout à fait différentes. Donc, on partagera en fait les différents types et modes de conventions qui nous ont été fournis par nos collègues. Et puis, donc, pour terminer, bon, c'est un peu sur le modèle aussi qui a été travaillé en PACA, qui existe aussi dans d'autres. C'est des fiches, alors des fiches qui sont adaptées, qui ont été revues et relues par comme l'a dit Fadila, par un certain nombre de personnes. Donc on a une fiche feu vert chimio pour les infirmières. On a une fiche d'information de manière générale pour les professionnels de santé. Alors on a essayé d'être le plus simple possible au niveau des problématiques, donc en accent sur les problématiques de conservation, de stabilité, d'événements indésirables, donc ça en ne listant pas naturellement, donc ça c'était un peu le plus dur en fait, essayer de choisir en fonction effectivement de la gravité de ces événements indésirables ceux qu'on faisait figurer. Ce n'est pas une monographie, donc il y a un choix, il y a un parti pris. Et puis, enfin, une fiche pratique pour les IDE, checklist, avant administration, pendant administration et après administration. Quels sont les points, les jalons importants auxquels il faut penser. Voilà ce qu'on pouvait vous présenter. Donc, ça sera publié, disponible sur les sites. Donc on vous promet qu'ils seront disponibles à partir de décembre. Donc pour ceux qui sont d'une autre région que Aura ou PACA, se rapprocher tout simplement de votre DSRC local. Voilà. Alors, merci pour ces deux excellentes présentations. Sur un sujet qui est quand même important, puisque comme tu l'as dit Fadila, je pense qu'il y a quand même une volonté des patients, si on parle des cancers du sein, il y avait une étude qui avait effectivement montré qu'une très forte proportion de patientes en fait, sont très favorables à leur prise en charge en HAD. Toutefois, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu, enfin, c'était Octobre Rose, donc j'ai eu des échanges avec des patientes qui, quand même, certaines, mais en fait, préfèrent quand même aller à l'hôpital, etc. Donc, il ne faut pas non plus imposer ce genre de circuit, mais il faut surtout être à l'écoute des patients, parce que la grande majorité sont plutôt favorables. Moi, j'avais une remarque, alors peut-être par rapport à la première présentation de PACA, si on a des doutes, quant à l'impact des politiques de santé régionales, je pense qu'on peut voir effectivement que ça peut marcher. Alors, c'est pas forcément dû essentiellement au financement qui était associé à ces appels à projets, mais
peut-être plus, à mon sens, à la dynamique de communication qui fait que ceux qui avaient un peu oublié se sont remis en marche parce qu'en fait, on a tous la même envie de faire avancer les choses dans ce sens-là. Ça, c'était le premier point. Comme chez vous, en fait, on a remarqué qu'il y avait des difficultés sémantiques importantes. Alors, aussi bien au niveau médical que pharmaceutique, en fait, on a réellement voilà. Mais moi, c'est pas une découverte parce que effectivement, il y a alors, je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème, mais quand on parle pas la même langue, en fait, on se comprend pas. Hein. Donc, il faut du temps. Il faut du temps pour expliquer que ça, c'est tel mot, ça rentre dans tel texte de loi. Ça, non, ça, c'est... Voilà. Et même nous, là, maintenant, finalement, on n'utilise pas les mêmes termes, même quand ils ne sont pas dans le code de la santé publique, entre feu vert, OK chimio, OK biologique. Enfin, je pense qu'il y a une harmonisation aussi qui doit être faite, même dans les textes, même dans les mots non réglementaires, parce que sinon, en fait, c'est difficile. Et puis, alors, merci pour ce travail de référentiel. Moi, je constate qu'en fait, on va tous dans le même sens, mais toute la partie, effectivement, d'explication sera très utile à toutes les régions, je pense. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Peut-être, Arnaud, tu as des questions? Alors, et la salle? Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions? Oui, alors... Oui, Fadila, tu disais effectivement au début de ton intervention, c'est un droit, enfin ça devrait être un droit pour les patients. Et je trouve que malheureusement aujourd'hui, tu l'as bien montré, il y a une grande disparité et certains établissements qui ne proposent pas à leurs patients la possibilité de faire une HAD. Et je pense qu'effectivement, le référentiel que vous avez fait est très bien parce qu'il va poser les bases pour des administratifs ou des directions qui effectivement voudraient, auraient la possibilité de se référer à ce référentiel. Mais est-ce que vous pensez pas que justement pour qu'on puisse aller plus vers cette possibilité offerte à tous les patients, qu'il faudrait mettre en place des mesures, je dirais, incitatives ou, ou coercitives, on pourrait dire même, pour obliger certains établissements à aller vers l'HAD, qui, à mon avis, devrait être une obligation pour tous les établissements. Je voudrais revenir à ce qu'a dit Stéphane. C'est un droit, mais ce n'est pas opposable aux patients. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de critères d'éligibilité qui sont réglementaires, mais il y a aussi le fait que le patient peut refuser cette modalité de prise en charge. Donc, c'est un droit, mais ça n'est pas opposable aux patients et à ses proches. Proches, très important aussi de les inclure dans la décision de ce. Les mesures incitatives, c'était l'expérimentation portée par la FNEAD et Unicancer et qui a été présentée tout à l'heure sous la forme d'un arrêté qu'on attend ou d'un décret, je ne sais plus, moi je ne connais pas les problèmes de sémantique réglementaire. Voilà, c'était ça, la mesure incitative. Et Sophie Beaupère, qui est venue à notre réunion HAD, nous a dit, on a senti vraiment, parce que les centres de lutte contre le cancer, par exemple, qu'elle regardait elle, eh bien, ils commençaient à se préparer. Cet élan était un peu contrarié parce que tout le monde a été mis en stand-by et tout le monde espère que ça va revenir. Ça, c'est la mesure incitative. Et comme tu le dis très bien, ce n'est pas toujours le modèle financier. Moi, je dis toujours qu'il y a un moment de basculement et on l'a senti. Je donne toujours un exemple. La PHP, qui est le plus grand établissement de France, a pris une décision, il y a à peu près 2 ans, de recruter un oncologue médical comme coordonnateur de son HAD. Et elle nous a montré les courbes, ça a décollé. Quand un établissement comme ça se dit, finalement, c'est stratégique de faire ça, ça veut dire qu'on est à un point de bascule. Il n'y avait pas encore d'incitation financière, tu vois. Je pense qu'il y a
il y a quelque chose de l'ordre de la conviction, quelque chose de l'ordre du travail collectif entre une agence régionale, des établissements pour organiser les choses, et puis quelque chose de l'ordre de la conviction d'un certain nombre de leaders dans la région pour dire aux autres non, si on s'organise bien, il n'y a pas de problème de sécurité, et faire la démonstration aux directeurs d'établissement qu'ils ne vont pas perdre de l'argent. Je dis ça parce que la démonstration a été faite par notre collègue, le professeur Touati et Matteo Cancero, qui, sur Limoges, en mettant en place une étude médico-économique, a fait la démonstration, tout à fait, qu'ils avaient augmenté leur activité, ils se sont retrouvés même avec un hôpital de jour qui était débordé, une HAD débordée, les services d'hospitalisation débordés. Donc il n'y a pas de perte d'activité pour l'hôpital de jour. La démonstration a été faite. Et je pense que le Centre Léon Bérard, s'il publiait, pourrait faire des publications exactement pareilles sur les tumeurs solides. Pour ajouter coercition, non, je pense qu'il faut effectivement développer la confiance, comme vient de le dire Fadila, par effectivement des compétences au sein des HAD qui permettent effectivement de donner la confiance au médecin qui va adresser son patient en HAD. Et puis un point également, moi qui me semble important, c'est résoudre le problème de l'information et d'avoir des outils informatiques qui permettent justement la bonne transmission et de retrouver tous ces éléments entre la ville et l'hôpital, entre l'HAD et l'hôpital, et qui est vraiment une interopérabilité des systèmes d'information. Et ça, c'est aussi un enjeu. Sur le plan économique, d'ailleurs, sur le plan économique, excuse-moi Luc, on voit bien que beaucoup d'établissements font le choix de l'HAD intégré. Mais quand on voit que dans certains territoires, il y a des HAD indépendantes, le fait que la FNEAD ait un discours qui dit « vous ne pouvez pas nous envoyer les gens qu'au moment des soins palliatifs, il faut absolument nous les envoyer avant », et d'ailleurs c'est dire aux gens que finalement on n'est qu'une seule équipe dans le parcours de soins. C'est ça qui va rassurer les familles. Je pense que beaucoup de gens qui ne veulent pas de l'HAD, c'est cette crainte, parce que c'est la même crainte de la sécurité de la prise en charge qui est en jeu. Donc, qu'ils soient pris en charge pendant un temps en HAD sur des traitements spécialisés en début de parcours, etc., et que finalement, quand ils arrivent en fin de vie, eh bien, c'est la même HAD, les mêmes équipes qui les prennent en charge. C'est un peu comme nous, entre nous et les équipes ou les services de soins palliatifs. Il faut qu'on travaille ensemble pour que ça paraisse naturel, sécurisé aux patients. Voilà. Merci. Bon, on est toujours, moi je suis comme Catherine, je suis toujours très optimiste sur l'avancement de ces sujets.